Peux-tu, s'il te plaît, nous parler du contexte historique dans lequel Georges Abdallah a été arrêté et du rôle qu'il jouait dans la lutte pour la cause palestinienne à cette époque? Le contexte de Georges, c'est Georges apparaît au moment de la guerre civile libanaise. C'est quoi cette guerre civile? Ça a été très bien dit. C'est pas du tout une guerre religieuse. L'impérialisme a voulu en faire une guerre religieuse. Mais ce n'était pas une guerre religieuse, c'était une guerre de force progressiste, on dirait de la gauche, contre la droite, contre même l'extrême droite. Il se trouve que cette extrême droite, le fer de lance de cette extrême droite, c'était des groupes chrétiens, des groupes chrétiens maronites, qu'on appelle les phalanges libanaises, qui avaient été constituées dans les années 30, sur le modèle des phalanges de Mussolini, donc des phalanges fascistes. Donc ces fascistes libanais, chrétiens, mais ils auraient pu très bien ne pas être chrétiens, vous comprenez? Eh bien, voulaient maintenir leur domination sur le Liban, cette domination qui avait été installée par la France, lorsque la France, vous le savez, a créé le Liban en 1920, parce que le Liban est une création française. C'était une partie de la Syrie, tout comme la Jordanie, tout comme la Palestine. Tous ces pays faisaient partie de la grande Syrie et la Syrie d'aujourd'hui. Et le démantèlement de la Syrie, la division de la Syrie, par les impérialistes français, mais les Anglais vont faire pareil en Irak, et puis ils vont prendre la Palestine aussi, eh bien, cette division, c'est le but de l'impérialisme. L'impérialisme est pour la guerre de religion. D'ailleurs, depuis les croisades, on le sait bien, en fait, qui était une des premières guerres de religion instaurées. Alors que les peuples de la région n'ont jamais voulu se distinguer, les différences de religion n'ont jamais constitué de problème. C'est ça qu'il est important de comprendre. Jamais. On a des villages au sud Liban, malheureusement martelés aujourd'hui par l'aviation israélienne de façon épouvantable, de façon cruelle. On a des villages où il y a des chrétiens, tous les villages ne sont pas homogènes, on a des villages qui sont moitié chrétiens, moitié musulmans, et puis quand il y a des fêtes, tout le monde fête un petit peu les mêmes choses. Mais absolument, c'est Noël, les musulmans fêtent le Noël, bon, les chrétiens, c'est le ramadan, ils vont aussi, vous voyez, on s'invite et tout. Il faut bien avoir ça en tête. C'est l'impérialisme qui va se servir, qui va vouloir se servir d'une fraction des chrétiens. Et ben, quand les Français ont créé le Liban, ils ont mis à la tête du Liban une minorité, les maronites, et ils ont instauré toute une hiérarchie religieuse, avec des droits différents, etc. Voilà, c'est dans ce contexte. Georges Ibrahim Abdallah fait partie certes, il est chrétien, il aurait pu jouir de sa position de pouvoir, il est maronite en plus, mais il fait partie de ces chrétiens qui refusent cela, qui veulent vivre en bonne entente avec leurs voisins musulmans, et qui en plus ont des idées progressistes. Il disait, l'objectif c'était de déconfessionnaliser le Liban, de faire du Liban une république égalitaire, où on ne chercherait plus la confession des gens, musulmans, chrétiens, etc. Parce que vous savez, au Liban, le président doit être chrétien, le Premier ministre doit être sunnite, et le président de l'Assemblée doit être chiite. Et ça, c'est une hiérarchie que les Français ont instituée. Et alors quand on est en France, on dit oh non, il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Mais c'est eux qui ont fait ça au Liban. Vous comprenez? C'est eux qui, au Liban, ont créé cette hiérarchie religieuse. C'est ça. Ils disent une chose et ils font exactement le contraire. D'ailleurs, en Palestine, c'est pareil. On a créé un État religieux. Ceux qui ont fait cet État, c'est des gens qui se disaient laïcs en Europe. Et on a fait un État pour les Juifs, et uniquement pour les Juifs, on le voit bien en Palestine, et au détriment des autres populations. Donc jouer sur le religieux, ça a toujours été ce que l'Occident a fait ailleurs, mais ici, on vous dit, ah ben non, c'est pas bien, faut séparer la religion du politique, les femmes avec le hijab et tout, c'est terrible, vraiment, c'est inadmissible. C'est absolument incroyable. Une hypocrisie totale. Alors quand cette hypocrisie crée des morts, ça devient compliqué. Donc Georges Ibrahim fait partie de toute une fraction de chrétiens qui s'engagent aux côtés de la révolution palestinienne et aux côtés de ce qu'on appelait à l'époque, on appelait ça le camp islamo-progressiste. Parce que c'était un rassemblement d'organisations de gauche, communistes y compris, lui est communiste au départ, mais aussi avec les Palestiniens, c'était Yasser Arafat, et puis aussi des groupes musulmans. Donc voilà, donc on appelait ça le camp islamo-progressiste, où on disait aussi islamo-palestinien, etc. Et que disent ces gens? Ils disent qu'il faut arrêter avec le confessionnalisme au Liban, nous voulons que le Liban devienne une république, qui sera déterminée uniquement par l'appartenance à la citoyenneté, d'accord, et peu importe la religion. Et ça, les phalangistes ne le voulaient pas. Et les impérialistes et les sionistes ne le voulaient pas, parce qu'ils voulaient continuer cette division confessionnelle qui arrangeait leurs intérêts. Diviser pour régner. Vous voyez le fameux adage, diviser pour régner. Si vous voulez régner sur un pays, vous commencez par diviser les gens.
en fonction de la religion, en fonction de la classe sociale, en fonction... Voilà. Et donc, ça va être le début de la guerre civile libanaise qui va être terrible, qui éclate en 1975. Donc, les Palestiniens sont au Liban à l'époque. Ils sont venus, le film le montre, après avoir été chassés de Jordanie, enfin la direction palestinienne. Il reste des Palestiniens au Liban dans les camps, mais toute la direction palestinienne, Yasser Arafat et tous les dirigeants, se retrouvent chassés de Jordanie par le roi Hussein. Lui-même a été aidé par les Américains et les Israéliens pour chasser la direction palestinienne de Jordanie, et ils se retrouvent au Liban. Et quand les Palestiniens se retrouvent au Liban, les Palestiniens ont une expérience de la lutte armée, déjà, contre Israël. Donc ils viennent, c'est vrai, renforcer la gauche libanaise, qui elle n'a pas encore d'expérience militaire, vous voyez ce que je veux dire? Et ils viennent renforcer la gauche libanaise, parce qu'en face, les phalangistes, eux, ils ont une expérience militaire. Ils sont entraînés en Israël, ils reçoivent des armes des Américains. Vous comprenez le problème, de la France, etc. Donc les Palestiniens vont venir renforcer la gauche libanaise et vont permettre à la gauche libanaise de tenir tête aux phalangistes et même de vaincre les phalangistes. En 1975, la gauche libanaise, qui est dirigée par Kamal Jumblat, qui en même temps est le dirigeant du Parti socialiste progressiste druze, qui est un druze, hein, c'est aussi une des religions, mais on ne fait pas attention à la religion, vous voyez ce que je veux dire. Et Jumblat dirige le corps islamo-progressiste et ils écrasent militairement les phalangistes. Et c'est parce qu'ils écrasent militairement les phalangistes, d'accord, que l'impérialisme devient de plus en plus violent et livre encore des armes, etc. Bref, je vous passe tous les détails. Donc c'est dans ce contexte, Israël à chaque fois intervient pour venir aider les phalangistes, les fascistes libanais. Et je le dis indépendamment, on le voit bien, il y a des gens qui sont interviewés dans le film. On dit c'est une guerre entre chrétiens et musulmans, ils vous disent non, non. D'ailleurs, celui qui parle, peut-être il est chrétien. Vous comprenez? Georges est proche d'une organisation qui s'appelle le FPLP. Le Front Populaire de Libération de la Palestine. Alors lui, il est libanais, mais dans le FPLP, on a aussi des gens qui ne sont pas libanais. Peu importe, d'accord? Georges est chrétien, et c'est vrai qu'au FPLP, il y a beaucoup de chrétiens. Le dirigeant du FPLP est quelqu'un qui s'appelle Georges Habash, qui est mort maintenant, qui est grec orthodoxe de religion, qui était un médecin. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par Georges Malbruno, d'ailleurs, qui est journaliste au Figaro, et qui fait des choses pas mal parfois, et qui a écrit un bouquin... c'est la dernière interview de Georges Habash, si les gens veulent voir, c'est extraordinaire. Le titre, c'est « Les héros ne meurent jamais ». Et donc, vraiment formidable, je vous assure. C'est collection autrement. Et c'est la dernière interview de Georges Habash, qui était aussi un très grand dirigeant palestinien, aux côtés d'Arafat, etc., mais qui, lui, était un marxiste, Georges Habash, mais qui était d'abord un nationaliste. Il faisait partie du mouvement des nationalistes arabes dans les années 50. Ensuite, il va créer le FPLP. Après la guerre de 67, parce que c'est après la guerre de 67 que les Palestiniens vont s'autonomiser des régimes arabes. Enfin bref, c'est une histoire qui est un peu dense, donc je ne vais pas m'arrêter à tout cela. Alors le contexte, cher Leïla, pour cette première question, c'est le contexte de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte pour la libération de la Palestine, d'accord, par des gens qui venaient de partout, enfin qui étaient au Liban, mais il y avait des gens aussi qui venaient du monde entier, et beaucoup de militants, on le voit dans le film, sont allés s'entraîner dans les camps du Liban, parce que les Palestiniens donnaient un apprentissage révolutionnaire et militaire. Alors, il y a eu les Irlandais, il y a eu les Basques, les Corses, etc. à l'époque, qui sont allés, et donc des Français aussi. Jean-Marc Rouillant en parle là, un des fondateurs de l'organisation Action Directe. Et voilà, c'est un contexte révolutionnaire. Georges a participé à tous les combats des guerres civiles contre les phalangistes. Et Israël venant en aide aux phalangistes, Israël va envahir à plusieurs reprises le Liban déjà. Ce sont des petites invasions. Et notamment en 1978, Israël mène une grande offensive contre le Liban jusqu'au fleuve Litani, hein, et qui est un fleuve pas très éloigné de la frontière. Et là, Georges combat, et c'est là qu'il va être blessé. Georges va être blessé pour la première fois dans ces combats de l'invasion de 1978. Nous arrivons aux années 80, parce que c'est le contexte de son arrestation, excusez-moi de m'arrêter un peu long. Hein. Mais qu'est-ce qui a motivé son départ vers la France? Alors Georges fait partie donc de l'organisation qu'on appelle les Fractions armées révolutionnaires libanaises, et c'est connu, c'est une organisation qui est très proche du FPLP, du Front Populaire de Libération de la Palestine. On pourrait dire que c'est un petit peu la branche libanaise du Front Populaire de Libération de la Palestine. Vous voyez ? Mais si on ne comprend pas tout ce contexte d'agression répétée contre le Liban menée par Israël, les Américains, etc., les Américains avaient même déjà débarqué au Liban en 1958, etc., on ne peut pas comprendre. Le FPLP et l'organisation de Georges disent, puisque Israël attaque le Liban, décime les Palestiniens avec l'aide de tout l'impérialisme,
alors nous allons attaquer l'impérialisme partout dans le monde. Alors nous allons faire pareil. Eux, ils viennent des États-Unis pour venir nous bombarder. Eh bien, nous allons faire pareil. Alors, c'est un choix on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe. Hein. Je tiens à dire que jamais les fractions armées révolutionnaires libanaises ne s'en sont pris à des civils. Jamais. Donc, les attentats qu'on voit dans le film, d'ailleurs, il faut le préciser davantage, hein, l'attentat contre Tati, l'attentat qui a eu lieu en 86, et Jean-Louis Chanorcet, l'avocat de Georges, qui est un très bon ami, hein, comment le dit bien, ces attentats n'avaient rien à voir avec Georges, n'avaient rien à voir avec son organisation. On pourra reparler de ces attentats, ils avaient à voir avec les relations entre la France et l'Iran, et un gros contentieux qu'il y avait entre la France et l'Iran, de l'argent que la France devait à l'Iran, qu'elle ne voulait pas rendre, et, enfin bref, c'est une histoire entre États, mais ça n'avait rien à voir avec Georges Ibrahim. D'accord ? Les attentats qu'ont fait les fractions armées révolutionnaires libanaises n'ont jamais tué un seul civil, ni même blessé un seul civil. Alors certes, ce sont des actions violentes qui ont tué des gens, des Américains, enfin des fonctionnaires, consuls américains de Strasbourg précisément, attachés militaires américains à Paris, qui étaient liés à la CIA, qui était clairement la CIA, et puis le numéro 2 du Mossad israélien, des services secrets israéliens à Paris, Yaakov Bar-Simortov, qui a été aussi abattu, mais le film le dit, il a été abattu par une militante des fractions armées révolutionnaires libanaises, qui sera ensuite qui sera ensuite arrêtée en Italie et incarcérée en Italie. Donc on ne peut pas juger Georges pour ça, et pourtant il l'est. Vous voyez ? Alors, Georges, les fractions armées révolutionnaires libanaises décident en 82 de passer à l'action et d'attaquer des impérialistes directement dans le monde, entre autres en France, pas uniquement en France, en Italie et ailleurs, pour faire payer à l'impérialisme, c'est leur conception, hein, son soutien aux phalanges, aux fascistes libanais et à l'État d'Israël, et donc en soutien au peuple palestinien. C'est dans ce contexte. On est en 82, il y a l'invasion à nouveau du Liban, la terrible invasion du Liban de 1982, qui est une des invasions les plus terribles, où Beyrouth va être bombardée pendant des semaines, avec des destructions comparables à ce qu'on voit actuellement, à Gaza et malheureusement au Liban aussi. Dans ce contexte, on va avoir le massacre de camps de réfugiés palestiniens, les camps de Sabra et Shatila, qui vont être massacrés par l'armée israélienne et ses supplétifs phalangistes, fascistes justement, et où la France, l'Angleterre, et les États-Unis bien sûr, ont une terrible responsabilité. Dans le film, on voit le départ des fédayines du Liban, parce qu'à nouveau, on les chasse du Liban. Ils étaient en Jordanie, on les chasse. Ils arrivent au Liban. Ensuite, on les chasse du Liban. Où est-ce qu'ils vont ? En Tunisie. Ensuite, vous voyez, c'est terrible la situation de la direction politique palestinienne, chassée de partout. Et même en Tunisie, Israël est allé les bombarder. Le siège de l'OLP à Tunis a été bombardé, sera bombardé par la suite. Et même deux des dirigeants palestiniens, Abou Iyad et Abou Jihad, qui étaient deux des grands compagnons de Yasser Arafat, seront ensuite assassinés en Tunisie par les services israéliens. Donc, on a une impunité totale, en permanence. Israël ne fait même pas la différence entre civils, militaires, politiques, etc. Et donc, dans ce contexte, on a Beyrouth qui va être bombardée sauvagement, et les impérialistes vont faire un chantage aux Palestiniens, à la direction, à Yasser Arafat. Soit vous quittez Beyrouth, si vous ne quittez pas Beyrouth, on détruit entièrement Beyrouth. Et c'est comme ça que Yasser Arafat va décider de partir du Beyrouth avec tous les combattants, avec les 10 000 combattants que l'on voit. Le départ va être un départ déchirant, parce que aussi bien la gauche libanaise se retrouve orpheline, parce que sans les combattants palestiniens, vous comprenez, elle devient à la merci des phalangistes, et bien sûr, les réfugiés palestiniens restent au Liban, mais sans protection. Sans protection. Parce que les fédayines, c'était aussi la protection des camps de réfugiés. Les camps de réfugiés qui avaient déjà été tellement souffert, qui avaient été massacrés, le camp de Tel Zartar qui avait été massacré, etc. Et là-dessus, les combattants doivent partir. Sauf qu'ils ont la garantie, les Français et les Anglais, que rien n'arrivera au camp. Mensonge, 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 éternel mensonge de l'Occident. Les fédayines sont à peine partis, qu'arrivent effectivement des troupes françaises et anglaises, et italiennes, oui, françaises et italiennes, pardon, et dont le rôle, normalement, serait d'assurer la protection, parce que l'armée israélienne veut rentrer à Beyrouth.
Les Israéliens avaient promis qu'ils ne rentreraient pas à Beyrouth. Bien sûr, ils vont tromper, évidemment, cette promesse. Mais en plus, ils avaient promis qu'ils ne toucheraient pas au camp. Que font les Anglais et les Italiens et les Français, les Anglais et les Italiens, qui étaient chargés de la protection? Eh bien, figurez-vous qu'ils vont déminer. Les camps étaient quand même protégés par des champs de mines. Il y avait, les Fédayines, avant de partir, avaient miné les abords des camps pour les protéger d'une attaque. Ils minent les mines. Que font les Français et les Anglais? Ils déminent les abords des camps, soi-disant pour normaliser la situation, et ensuite, eh bien, ils rentrent en Europe. Ils partent. L'armée israélienne arrive, et elle commet cet épouvantable massacre. On ne sait pas combien. 2000, 3000, 4000. Et on a vu ces images absolument abominables. C'est terrible, terrible, terrible. Alors on nous parle les Palestiniens auraient fait du terrorisme. Mais le terrorisme, Israël le pratique depuis un siècle. Et les massacres, celui qui n'a pas vu Sabra et Shatila n'a rien vu comme horreur. N'a rien vu. Alors là, c'est vrai, les bébés décapités, c'est vrai, c'est pour de vrai, c'est pas des fake news. On a vraiment vu des femmes éventrées, etc. On a brûlé vifs, etc. Pendant 3 jours, les phalangistes, les fascistes libanais, ils les avaient drogués. Les Israéliens ont fait rentrer les fascistes libanais, d'accord, qui voulaient se venger des Palestiniens, parce que pour eux, c'était les ennemis, hein, et ils se sont livrés à un carnage effroyable. Ils avaient drogué de l'alcool et tout, et l'armée israélienne était entourait les camps pour empêcher les gens de fuir. Et ils ont même apporté l'éclairage pour que le massacre puisse continuer la nuit. Ils parachutaient, vous savez, des feux par parachute, hein, ce qu'on appelle des bombes éclairantes au-dessus des camps, comme ça. Ça a été effroyable. Effroyable. Je vous dis bien effroyable. C'est l'événement qui a vraiment marqué les sociétés arabes. On en parle encore aujourd'hui de Sabra et Shatila. Moi, j'ai été marqué à vie par ça. Ça a été le début de quelque chose, un virage dans ma vie. Hein. Et bref, et donc, c'est dans ce contexte qu'effectivement, les fractions armées révolutionnaires libanaises vont décider de punir l'impérialisme. Et donc, ils vont commettre un certain nombre d'attentats à Paris contre des diplomates, des militaires, jamais contre des civils. Voilà. C'est dans ce contexte que Georges va être arrêté, tout simplement. Il va être arrêté, d'ailleurs, par hasard. Il est en fait... il sait que le Mossad est sur sa trace, à Paris. Il y a plusieurs militants des fractions, des Farl à Paris. Et il a repéré que le Mossad avait trouvé sa trace. Et il est dans la rue, il est à Lyon précisément, et il est suivi par des agents du Mossad qui vont certainement l'abattre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un commissariat de police. Il dit, il y a des gens derrière, je ne sais pas ce qu'ils me veulent, etc. Enfin, évidemment, bref, peu importe. Et c'est lui qui est rentré dans le. Au début, donc, on va voir qu'il a des papiers, c'est pas vraiment des vrais papiers, il a des papiers algériens, en fait. Les services secrets algériens donnaient beaucoup de papiers à des militants palestiniens à l'époque, ou libanais, hein, pour avoir des protections, d'accord? Donc il a un document, donc ce sont des vrais papiers, des vrais faux papiers, si vous voulez, algériens, au nom de Kadi Abdelkader, et donc du coup, normalement, on se rend compte au bout d'un moment que les papiers sont pas vrais, peu importe. Vous savez, à l'époque, il y avait des tas de gens Jean-Louis le dit bien, Chalancey à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Et donc du coup, normalement, l'affaire aurait pu se régler rapidement. On voit très bien qu'il est lié à une organisation, on s'en fiche tant qu'il n'attaque pas des intérêts français. Enfin bref. Et de là, le film le dit. Hein, il va être condamné. Normalement, il aurait pu être relâché très rapidement. Je vous passe tous les détails. Bientôt, les Américains vont, et ça va peut-être être ta question. Oui, justement. Donc, je voulais qu'on aborde la partie judiciaire. Et qu'on puisse comprendre pourquoi Georges Abdallah, bien qu'il soit libérable depuis 1999, soit toujours emprisonné en France. C'est d'ailleurs le plus ancien détenu prisonnier politique d'Europe. Et quelles sont les raisons invoquées par les autorités françaises pour maintenir sa détention? Alors, non seulement c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe, mais c'est le plus ancien prisonnier politique au monde lié à la question palestinienne. Parce qu'il n'y a même aucun prisonnier palestinien qui ait fait autant que lui de prison. Il a ce triste privilège d'être le plus ancien prisonnier de la cause palestinienne dans le monde. Dans le monde. Donc non seulement le plus ancien prisonnier politique d'Europe, bien sûr, il bat même les Basques, etc., en Espagne et ailleurs, d'autres militants, mais également, donc même en Palestine. Même en Palestine, il n'y a personne qui a atteint 40 ans de prison comme ça. C'est vous dire l'acharnement.
Les Français auraient dû le relâcher. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que raconte Jean-Louis. Si vous avez des questions par la suite, vous pourrez. Et sur pression des Américains, eh bien, il va être rejugé par une cour spéciale, même pas une cour de justice normale, une cour spéciale. On va faire une cour spéciale antiterroriste pour lui. Alors, il a déjà été jugé. Vous savez, dans le droit français, on n'a pas le droit de rejuger. C'est incroyable. Dans le droit français, on n'a pas le droit de rejuger quelqu'un qui a été déjà jugé. Même si on se rend compte qu'il y avait un élément qu'on a oublié, on n'a pas le droit. C'est le droit. C'est comme ça. Vous avez joué une fois, c'est tout. Et bien là, on va le faire pour lui. Et, première fois, il aurait dû être libéré au bout de, on va dire, quelques mois. On le recondamne parce qu'on a trouvé qu'il y avait des faux papiers. Jean-Louis a raison de dire que les prétendues armes qu'on a trouvées, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du pipeau total. Il n'est jamais allé dans cet appartement, d'autant plus que les policiers français étaient coutumiers de cela. Ils avaient déjà fait le coup à l'époque. On appelait ça l'affaire des Irlandais de Vincennes. Des militants irlandais sont arrêtés à Paris, qui étaient liés à l'IRA, l'organisation révolutionnaire irlandaise IRA, à Paris. Et comme on n'avait rien contre eux, alors on a inventé. Et on a mis des armes dans un endroit où ils étaient passés. Et on a dit, ah, regardez ces armes. Et c'était pas eux. Alors ça fait grand scandale, un très grand scandale à l'époque. Ils ont été obligés de les relâcher, etc. Donc ce genre d'affaire est très connu. Ce genre de magouille policière est très très connu. Donc ces armes qu'on a trouvées, soi-disant, qui lui auraient appartenu et qui auraient servi à abattre Yakov Bar-Simentov, comment homme, c'est le conseiller militaire américain, et Jean-Charles Ray, ou je confonds les deux, peu importe, les deux Américains, eh bien, on n'a aucune preuve qu'il ait eu cette arme en sa possession, parce qu'il y a le flou total, personne n'est allé vérifier, il n'y a pas de justice indépendante qui va dire est-ce que c'est vrai. On est dans le flou total, la manipulation totale. Ça, c'est absolument incroyable. Et en plus, les faits qui lui sont reprochés ont déjà été attribués à cette militante libanaise qui a été arrêtée en Italie. Donc comment? On ne comprend pas. On va le juger pour des faits qu'on a déjà attribués à une militante et qui a déjà fait la prison pour ça. Et elle est en liberté depuis longtemps. Elle est retournée au Liban. Vous voyez? C'est absolument incroyable cette histoire. Mais les Américains insistent. On veut qu'il soit rejugé. Et on va refaire un jugement. Donc il a été condamné à combien? 5 ans. Faux papiers, armes. Mais ensuite on le rejuge. Et là, on lui applique la prison à vie. Perpétuité. En France, la perpétuité, c'est 18 ans. C'est comme ça, c'est le droit. Perpétuité, c'est pas une vraie perpétuité. Hein. Et même en Espagne, vous savez qu'en Espagne, on additionne les années. Il y a des gens qui se retrouvent avec 2 siècles de prison, enfin c'est assez bizarre. Mais ils ne les font pas, évidemment. La preuve, c'est que Georges est le plus ancien prisonnier. Vous voyez? Donc au bout d'un moment, on les relâche. Mais en France, c'est 18 ans. Et on ne peut pas condamner quelqu'un à plus de 18 ans. Ça fait 40 ans. 40 ans. Il est libérable depuis 99. Donc c'est uniquement sur pression américaine. Il y a, alors j'aimerais rendre hommage à Suzanne, qu'on voit dans le film et qui est décédée maintenant. Elle est décédée il y a 3 semaines. Et cette grande militante que l'on voit, qui a les cheveux roux, vous voyez. Et c'était une grande camarade. Suzanne Lemanceau. Suzanne Lemanceau, c'est avec elle qu'on a commencé les premiers rassemblements pour Georges, etc. Et elle nous a quittés. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en juin dernier d'ailleurs, à Marseille. Ouais, elle était déjà très affaiblie. Et vraiment hommage à elle, parce que c'est elle qui va faire le lien avec Georges depuis 99. C'est une grande militante qui avait déjà visité des prisonniers en prison et tout, des militants révolutionnaires. Voilà, vraiment total respect à elle. Et en tout cas, alors, à un moment, elle dit une chose avec laquelle je nuancerai. Elle dit l'État français garde Georges en prison aussi pour ses intérêts. Je suis d'accord, aussi pour ses intérêts. La France est un pays impérialiste. Et la France, surtout par rapport au Liban, veut toujours avoir la main sur le Liban. C'est la raison pour laquelle Macron a fait quelques petites déclarations là, où il critique un peu Israël, là, parce que la France veut garder le Liban. Hein, ça fait partie dans la francophonie. Le Liban, c'est un élément important, vous voyez, etc. Et puis c'est la France qui a créé le Liban finalement. C'est la France qui a inventé le Liban. Hein, voilà. Donc du coup, ils se sentent des responsabilités. Alors la France s'est déjà fait sortir d'Afrique. Elle craint de se faire sortir également du Liban et de l'Asie occidentale. Alors donc, Suzanne dit, c'est aussi pour... Oui, je suis d'accord, c'est aussi pour les intérêts français.
mais je crois sincèrement, Jean-Louis l'esquisse, que Jean-Louis Chalon, c'est l'avocat, mais la pression américaine est déterminante. La pression américaine est vraiment déterminante. On l'a vu avec Manuel Valls en 2012. Georges était libérable et c'est Manuel Valls qui refuse de signer. Simplement, il devait signer un papier. Pour une fois qu'on lui demande d'expulser un arabe, il ne veut pas. D'habitude, il n'hésite pas à expulser les arabes. Mais là, tout d'un coup, non, parce que c'est indispensable ce papier. Une fois que quelqu'un est libéré, légalement, on doit l'expulser. Donc, il ne veut pas. Non. Tout d'un coup, il a des. Ils évoquent le refus de repentance. Ah oui, alors voilà. Et en plus, Valls a avoué que les Américains l'avaient appelé personnellement au téléphone. Et puis auparavant, il y avait déjà eu un dîner où Pandro, c'était à l'époque de Pasqua, on est encore en 87 par là, ou un peu plus. Et en tout cas, il y a un dîner, Pandro, le secrétaire d'État à la sécurité en France, dîne avec un représentant américain de la CIA, je ne sais pas trop de quoi. Eh bien, imaginez qu'au cours du repas, l'Américain est tellement énervé qu'il lève sa main avec la fourchette en disant « Si vous ne condamnez pas Georges à perpétuité, ça va aller très mal entre nos pays. Ça pourrait aller jusqu'à la rupture diplomatique. » Carrément, avec la fourchette. C'est un élément qui est connu, incroyable. Et Pandro qui dit « Écoutez, on va faire quelque chose. On libère Georges, on l'expédie au Liban, ensuite on vous donne son adresse et vous l'assassinez au Liban. » C'est véridique ce que je vous dis, c'est documenté. Et l'autre, non, pas du tout. D'ailleurs, entre parenthèses, si Israël n'est pas dans la plainte, les gens disent toujours Israël. Non, Israël n'est pas dans la plainte. C'est étonnant. Uniquement les Américains. Parce qu'Israël compte qu'ils sortent pour l'assassiner ensuite. C'est comme ça, ce sont leurs méthodes de gangsters. Alors, toujours est-il que... excuse-moi... Donc je te parlais de son refus de repentance. Alors, les arguments qui sont donnés à chaque fois. Georges a posé plusieurs fois des demandes de libération. C'est un acte que tout condamné peut faire. Il peut faire ce qu'on appelle des demandes de libération conditionnelle. D'autant plus que pour le droit français, Georges est ce qu'on appelle un détenu primaire. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais été condamné en France. Et quand vous n'avez jamais été condamné, vous pouvez demander une libération à la moitié de votre peine. Alors lui, ça n'a plus sens parce qu'il aurait dû être libéré depuis 1999. Alors, toujours est-il que il n'y croyait plus tellement, Georges. Il vient de faire une dernière demande de libération dont on attend le verdict. Mais bon, on a très peu d'espoir. Ça ne s'est pas très bien passé d'après ce que nous a dit Jean-Louis. Mais toujours est-il que, à plusieurs reprises, vous savez, quand un détenu doit être libéré, alors il y a toute une procédure, et on demande un rapport aux renseignements généraux. On demande un rapport. Comment ce détenu se conduit-il en prison? Quelle est votre opinion? Vous voyez ce que je veux dire? Et alors on observe tout, son courrier est ouvert, vraiment c'est incroyable, son courrier est ouvert, etc., etc. Et la chose qu'on lui reproche, c'est qu'il ne veut pas se repentir. Le film le dit, Georges, pour être au Liban, chez lui, depuis très longtemps, depuis 20 ans, s'il avait dit un seul mot, je dis bien un seul mot, je regrette. Je regrette. Il refuse bien évidemment de le dire. Il dit, de sa part, il dit personne ne peut souhaiter la mort d'individus. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis content que des Américains soient morts. C'est ce que je veux dire. Mais il dit, on est dans le contexte d'une guerre et on déplore les morts des deux côtés. C'est comme les Palestiniens, aucun Palestinien va être content. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une guerre, mais je ne regrette pas du tout mes actes. Et peu importe que ce soit moi qui les ai commis ou pas, et on sait qu'en plus, c'est pas lui. Il est, par contre, dans l'organisation. Et quand vous êtes dans une organisation, vous assumez ce que fait l'organisation, même si vous n'êtes pas directement l'acteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est un principe militant, révolutionnaire, et qui est juste. Oui, sinon, ce serait... on va pas... et donc, du coup, il dit non, je ne regrette pas. Alors, on lui reproche de ne pas s'être repenti. On voudrait faire de lui un repenti, qu'on va pouvoir balader ensuite dans les... Regardez, il se repentit. Ça veut dire quoi? Votre lutte, elle ne sert à rien. Regardez, il trahit, etc. C'est comme pour les Palestiniens. Ce qu'on leur reproche surtout, et l'acharnement, c'est que les Palestiniens restent droits dans leurs bottes depuis un siècle. Ils refusent de dire, vous avez raison, finalement, on demande votre pardon. Non, ils refusent. Ils sont dans leurs droits. Parce que c'est le droit dont ils veulent l'application. Ce n'est pas l'oppression d'un autre peuple. C'est simplement l'application du droit. Alors, Georges, c'est pareil. Non seulement il refuse de se repentir, et puis, petit détail aussi amusant, lors d'une précédente demande de libération, c'était en 2003-2004, je ne sais plus, il avait fait des précédentes. Alors pareil, il y a un rapport.
Il y a un rapport qui est demandé aux renseignements généraux, peut-être un peu plus tard, 2006, enfin, dans ces années-là. Et les renseignements généraux font un rapport. Et il y avait eu... oui, on dit que Georges, dans sa prison, il a vraiment un comportement exemplaire. Je dis bien exemplaire avec tout le monde. Avec ses co-détenus, mais également avec les gardiens. Et tout le monde, vraiment, le respecte énormément. Aussi bien les détenus que les gardiens. Quand vous allez à la prison de Lannemezan, que vous êtes un visiteur, pour demander un droit de visite, moi je ne vais pas voir Georges, hein, mais tous les camarades, alors, vous savez, c'est Pyrénées-Atlantiques. Hein, et quand vous demandez à voir Georges, vous arrivez, il vous faut un permis, il faut passer par un juge pour avoir l'autorisation, etc. Bon. Et que vous demandez, vous dites, voilà, je viens voir le détenu Georges Ibrahim Abdallah. Les gardiens vous disent, non, on ne dit pas Georges Ibrahim, on dit Monsieur Georges. Les gardiens l'appellent Monsieur Georges, pour vous dire le respect. Parce qu'il se trouve que dans ces années-là, au début des années 2000, il y a eu un conflit à la prison de Lannemezan. Où était d'ailleurs Jean-Marc Rouillant? Il y a eu un conflit, les détenus musulmans se sont mis en grève de la faim pour avoir un aménagement de leur repas pendant le ramadan. Ça c'est classique hein, dans toutes les prisons. Voilà, ils voulaient un aménagement des horaires, parce que sinon vous savez dans les prisons comment ça se passe au moment du ramadan. Eh bien, on vous donne tout d'un coup, comme ça, les repas du midi, du soir, même gamelle, et puis c'est vraiment effroyable, c'est un mélange. Voilà. Alors, ils demandaient un aménagement, je ne sais plus ce qu'ils demandaient exactement, et le conflit devenait dur. Les détenus étaient en grève de la faim, et ça risquait de déborder sur des violences même, sur des violences entre détenus et gardiens. Et ça devenait extrêmement chaud, comme on dit. Et Georges, qui a le respect de tout le monde, est intervenu pour régler la situation de façon totalement pacifique. Il a calmé le jeu, ils ont eu gain de cause, les détenus musulmans ont eu gain de cause, et tout ça, il a trouvé un aménagement. Et depuis, il a gagné en respect encore plus vis-à-vis des gardiens, parce qu'il a évité quand même des grosses violences. Vous voyez? Et alors, figurez-vous que il y a le rapport des renseignements généraux qui arrive. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, d'ailleurs, les événements récents montrent que Georges Ibrahim Abdallah s'est converti à l'islam. Il est vraiment très dangereux. Il ne s'est jamais converti à l'islam. En plus, si c'est un communiste, la religion, il n'en a rien à faire. Mais oui, on a retenu le fait qu'il soit intervenu pour les détenus musulmans comme la marque qui s'était convertie à l'islam. Et c'est quelque chose de grave en France de se convertir à l'islam. Mais je ne sais pas si vous imaginez. C'est le délire. Non, il ne veut pas se repentir. Et en plus, il s'est converti à l'islam. Mais ce qui est incroyable, c'est que non seulement la directrice de la prison de Lannemezan demande la libération de Georges, la directrice de la prison de Lannemezan a fait une lettre. Et même là, il y a une nouvelle directrice de la prison de Lannemezan qui a également, à la dernière séance, il y a 15 jours, elle a également dit qu'elle est favorable à la libération de Georges. Ce n'est pas uniquement les gardiens, mais la directrice de la prison. Mais non seulement cela, mais le policier qui a arrêté Georges, policier, le directeur de la DST, parce qu'il a été arrêté par la DST au final, hein, par Yves Bonnet. Yves Bonnet, c'était le directeur de la DST quand Georges Ibrahim a été arrêté. Hein, dans les années 80, 83, enfin 84, etc. Je ne sais plus à quel moment il intervient, mais eh bien, Yves Bonnet demande la libération de Georges également. Celui qui l'a arrêté demande la libération de Georges. Il dit ça va, il a fait sa peine, bon, voilà, on peut ne pas aimer, mais c'est un détenu qui mérite le respect malgré tout, ses convictions, on ne les partage pas, mais voilà, vous vous rendez compte, la directrice de la prison demande la libération, Yves Bonnet, qui l'a arrêté, demande la libération, vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, Pandro, Pasqua, on peut en penser ce qu'on veut, mais demander la libération également de Georges, et on a le pouvoir mitterrandien, parce que c'est bien à Mitterrand qu'on doit tout cela, la détention de Georges. Kijman. Justement, je voulais voilà. te demander, en fait, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on parle de quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le documentaire. C'est la trahison, en fait, du premier avocat. Parce que j'ai fait des petites recherches. Ah oui. Et c'est quand même révélateur que c'est vraiment un scandale d'État, en fait. Bien évidemment, parce que cette trahison de son premier avocat est en justice, c'est une forfaiture qui aurait dû annuler toute la procédure. Et il a fait aveu, il a avoué. Bien sûr. Alors, si tu peux nous en parler un petit peu. Bah oui, parce que je l'ai croisé, cet avocat, en plus. Et alors, Mazurier, je l'ai croisé, mais à l'époque, évidemment, personne ne savait qu'il travaillait pour la police. En fait, ça a été l'avocat de camarades. Hein, vous savez, les gens se passent des avocats, comme ça.
Et on ne sait pas trop, enfin, ce serait trop long à expliquer pourquoi Mazurier se retrouve à être l'avocat de Georges. Sinon, c'était Maître Vergès qui était l'avocat de Georges, hein, mais il y a eu aussi Mazurier. Et alors, donc, toujours est-il que Mazurier devient l'avocat de Georges, et moi, ma conviction totale, c'est que les policiers ont retourné Mazurier, l'avocat, parce qu'ils ont... Oh, c'était pas difficile à découvrir. Ils se sont rendus compte, ils ont découvert que Mazurier était cocaïnomane, était accro à la drogue. C'est vrai que même en le voyant, c'est l'opinion que j'avais de toute façon. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas. Il a le droit d'être cocaïnomane, c'est sa vie, hein, la question n'est pas là. Mais les policiers se sont rendus compte de cela et ils vont faire du chantage sur lui. Et ils vont le retourner. Ce qui fait que les policiers étaient informés au jour le jour de tout ce que pensait Georges, de tout ce qu'il faisait. Alors voilà. Non, en fait, Georges avait des liens avec l'avocat avant même qu'il soit arrêté. Pour des raisons bizarres, mais c'est comme ça, enfin bizarres, qui seraient trop longues à expliquer. Il avait des liens, parce que Mazurier était aussi l'avocat d'autres militants. Peu importe. Et donc, avant même qu'il soit arrêté, Mazurier collaborait avec la police. Et quand Georges a été arrêté, évidemment, dans un premier temps, Mazurier était toujours l'avocat de Georges, et Mazurier collaborait avec la police. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cet avocat, on appelle ça un avocat marron. Un avocat traître, on appelle ça un avocat marron dans le milieu. Dans le milieu des délinquants. Donc, on reprend cela. Donc, Mazurier, cet avocat marron, trahissait Georges avant même que Georges soit arrêté. Vous comprenez? Et donc, les policiers ont pu monter tout un... Alors, Mazurier a écrit un livre qui s'appelle L'Agent Noir, parce qu'il voulait sauver un petit peu sa conscience, enfin sa conscience. Évidemment, il ne voulait pas dire « j'ai trahi Georges parce que j'étais cocaïnomane », parce que moi je suis convaincu de ça, c'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Mais j'en suis convaincu, il n'y a pas que moi. Hein. Alors il fait croire, Mazurier, qu'en fait, il s'est mis à travailler pour la police parce qu'il était agent appointé, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un salaire. C'est pas simplement comme un indicateur de police, comme la... Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel flic a un indicateur de police. Non, non, lui c'était un salaire, c'est incroyable. Et il était salarié chaque mois. Incroyable. Et il dit dans son livre, il fait croire dans son livre que c'est par patriotisme, disons par civisme, qu'il a trahi parce qu'il voulait éviter à la France des attentats, etc., et que Georges était un terroriste. Mais tout le monde sait que Georges n'avait aucun lien avec les attentats terroristes, sur lesquels on pourra revenir, de 86, mais absolument aucun. Et il le sait très bien lui-même, c'était son avocat. Donc il ment dans son livre. Alors son livre, on le trouve, hein, je l'ai lu, mais c'est un tissu de... C'est incroyable comment quelqu'un peut mentir comme ça. En fait, il veut se donner bonne conscience, vous comprenez? Bon, maintenant, je crois qu'il est mort depuis il n'y a pas très longtemps, Mazurier. C'est Jean-Louis Chalancet qui me l'a dit, mais évidemment, il a été radié du barreau. Évidemment qu'il a été radié du barreau. Vous savez, c'est la pire des choses, quand vous êtes avocat, de trahir votre client. Ça, c'est vraiment... Non seulement c'est un cas de nullité judiciaire, mais en plus, normalement, vous êtes radié du barreau. Il a été effectivement radié du barreau. Et ensuite, il l'aurait intégré, je crois. Il y avait assez longtemps après, mais c'est absolument incroyable. Il a fait une demande de réintégration au barreau pour redevenir avocat. Mais voilà. Donc, vous avez un avocat qui, en plus, trahit son client. Mais on considère quand même que la procédure est illégale. Mais cette procédure, elle est incroyable. Les armes, moi je suis Jean-Louis, bon, comme il est avocat, il ne peut pas le dire franchement, mais tout le monde sait qu'il y a une grande chance que les armes n'aient jamais été touchées par Georges, celles qu'on a prétendu découvert dans la cache. L'avocat était marron, il avait déjà été jugé, on le rejuge, et ensuite une troisième fois. Ah bah oui, parce que la deuxième fois, il a pris 5 ans. La première fois, il aurait été libéré au bout de peut-être 1 an, j'en sais rien, quelques mois. Ensuite, deuxième fois, 5 ans, et après on le rejuge. Mais c'est quoi? C'est quoi cette justice? C'est du délire. Alors le contexte de la presse de l'époque, je crois que c'était de toute façon, ouais, ce sera ma dernière question. J'en ai plein, mais je vais laisser la parole au public. Par rapport au traitement médiatique de cette affaire, ce que je voulais savoir, c'est comment les médias français ont-ils traité l'affaire de Georges Abdallah, déjà à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui? Alors, ils l'ont traité de façon effroyable. Effroyable.
Ils l'ont traité de façon effroyable. Ça a été dit, aussi bien des journaux comme Libération, comme Le Monde. Monsieur Edoui Plenel, de Mediapart, qui à l'époque écrit dans Le Monde, et même un des responsables du Monde, rédacteur en chef, a été effroyable. Il a été effroyable avec Georges. Il l'a traité de terroriste. Et il a même été jusqu'à dire, je ne l'invente pas, on le retrouve sur Internet, vous tapez, Plenel, Georges Ibrahim, il a même été jusqu'à dire que Georges était un terroriste qui était au service de régimes arabes et qui en fait était un hypocrite. C'est-à-dire qu'il n'était pas sincère dans son soutien à la Palestine, qu'en fait il ne faisait qu'agir sur ordre de régimes arabes. Je préfère éviter les commentaires parce que là, je veux dire, c'est le délire. C'est le délire. Le type, il passe 40 ans. S'il avait été au service de régimes arabes, il y a longtemps qu'il serait dehors. Vous comprenez? Et s'il avait été au service de l'impérialisme, il y a longtemps qu'il serait dehors. Ça a été effroyable. Moi, j'en veux, je le dis bien, ça n'engage que moi, je le dis publiquement, j'en veux à Edoui Plenel pour cela. Et d'ailleurs, je lui ai dit, enfin, je l'ai dit, j'ai fait des tweets là-dessus. Alors, paraît-il qu'il s'est plus ou moins excusé, Edoui Plenel, là-dessus. Ben, ça a été un petit peu discret. Il a dit oui, il a peut-être dit oui, on s'est trompé, mais... Alors, les autres journaux, c'est pareil, Libération également. Libération également, ça a été ce qu'on appelle la curée. Vous savez, la curée, c'est lorsqu'il y a la chasse à courre, et l'acte final, c'est quand on lâche les chiens sur le gibier, sur l'animal qui est en train de fuir. On appelle ça la curée, hein, sur le cerf ou sur le sanglier. Et ça a été vraiment la curée. Les journalistes s'en donnaient à cœur joie. On racontait n'importe quoi, on mentait, et jusqu'à l'affaire de ces pauvres frères à Georges, qu'on a accusé d'être mêlés à cela. On a dit, ils ont pu faire l'attentat de Tati, là. Vous savez, l'attentat de Tati, c'est quand une voiture passe devant Tati, balance une bombe. Ça n'avait rien à voir avec Georges. Hein. Mais on voulait absolument prouver qu'ils avaient pu. Imaginez, la presse, les journalistes, se mettent à faire des scénarios, dire, mais oui, ils sont de Koubeyat. Alors Koubeyat, c'est le petit village dans le montagne dont je vous ai parlé. Hein. Déjà, pour aller de Koubeyat jusqu'à la côte libanaise, déjà, vous savez, c'est la montagne, hein, vous en avez pour je ne sais pas combien de temps. Ok, vous arrivez à la côte libanaise, vous arrivez à Jounier. Jounier, c'est le port qu'il y a, par lequel on s'embarque pour aller à Chypre, d'accord? Il y a des aéroglisseurs, enfin. Donc, il faut déjà qu'ils descendent de la montagne, qu'ils aillent à Jounier, qu'à Jounier, ils prennent l'aéroglisseur. Ils vont jusqu'à Chypre. À Chypre, ils prennent un avion, ils prennent l'avion jusqu'à Orly. À Orly, ils descendent, ils prennent un taxi pour aller jusqu'à Montparnasse, mettre la bombe à Tati et repartir. Et en combien de temps? Je sais pas, en 15 heures, un truc. Et les journalistes, si, c'est faisable, c'est faisable. Mais c'est incroyable. Ils voulaient absolument prouver que les frères de Georges, c'est eux qui avaient fait l'attentat. Donc, mais c'était terrible. Alors, oui. Comment? Oui, c'est ça, vous avez raison. Ils ont dû faire ça en tapis volant. Ah oui, c'est ça, c'était comme dans les Mille et une nuits, ils ont dû faire ça en tapis volant, les frères de Georges. On voulait, et la presse qui a fait cela. Mais on a vu des choses incroyables. Si, les deux. Et on a vu dans tous les murs de Paris la photo de Georges, des deux frères de Georges. Ces deux personnes sont recherchées instamment par la police, tout renseignement, avec récompense et tout. Vous savez que, je vais vous dire une chose, vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de venir en France. Alors qu'on sait qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir voir en France leurs frères. Et je vous dis, c'est incroyable cette affaire. Tout le monde sait très bien que c'était un mensonge, mais ils n'ont toujours pas le droit, la justice française n'a absolument rien à leur reprocher. C'est terrible parce que les parents de Georges aussi, ils n'ont pas vu mourir, et voilà. Et donc du coup, voilà ce que je veux dire, la presse a été terrible. Au moment du procès, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de formidable, c'était un Français, un ancien résistant, qui a été FTP pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était de confession juive, hein, et qui était au FTP et MOI, et il a fait un très bel article en soutien à Georges. En soutien à Georges. Il a dit, on traite Georges Ibrahim de terroriste. Il dit, mais nous aussi, nous étions des terroristes quand nous combattions les Allemands. On nous traitait aussi de terroristes. Il dit, en fait, Georges Ibrahim, non seulement est un communiste, mais c'est un patriote libanais qui défend son pays, etc. Et c'est ce qu'on lui fait est indigne, etc. Il avait fait un article dans Le Monde, ils étaient deux. Il l'avait fait à deux. Je ne sais plus qui était l'autre, et j'avais eu l'occasion de le croiser dans des manifs. C'est un monsieur qui était déjà assez âgé à l'époque. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était vraiment très courageux de sa part. Ça a été parmi les rares personnes qui ont apporté un soutien explicite et courageux à Georges. Je vous dis, il y en a eu très peu. Aucun parti politique, évidemment.
et moi j'en veux beaucoup au Parti Socialiste, évidemment, je le dis, évidemment au président de la République Mitterrand, bien évidemment, et à Georges Kijman, qui était un proche de Mitterrand, et Georges Kijman, c'était l'avocat des États-Unis. C'était simplement, c'est un socialiste, hein, avocat des États-Unis. Et c'est lui qui a insisté, qui à chaque fois qu'il y avait une demande de libération de Georges, disait non, il ne faut pas qu'il soit libéré, il ne faut pas qu'il soit libéré. Alors Georges Kijman est mort il y a peu de temps. Il est mort il y a 1 an, je crois. Et avant de mourir, il a voulu sauver sa conscience. Alors, il a demandé à l'avocat, il a dit, si vous voulez que Georges fasse une demande de libération, et moi, je vais appuyer sa demande de libération. Et Georges a refusé. Il a dit non, gardez votre lettre. Gardez votre lettre. Vous voyez? C'est ça aussi, Georges, il refuse de se... Comment ce type, pendant 40 ans, chaque fois, c'est lui qui représente les intérêts de sa vie, il dit non, et puis maintenant, pour sauver sa conscience avant de mourir, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Alors, juste pour terminer, cher Leïla, c'est ce qu'il faut, et je crois que c'est quand même une question, et très rapidement ensuite je vous donne la parole, que tu voulais poser qui est importante, c'est en quoi l'importance du combat de Georges? Oui, en quoi ça nous importe? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être? Et en quoi son combat importe? Son combat importe parce qu'il a réussi, vous savez, il y a des choses qui sont dites qui sont très justes dans le film et très belles. Quand Bertrand Sassois, qui est un camarade d'ailleurs de l'époque, qui est un Belge qu'on voit parler sur un toit là, quand Bertrand dit qu'effectivement un prisonnier est toujours actif. Un prisonnier, c'est pas un légume qui est dans un coin, à qui on apporte des mandats, chaque mois on envoie des mandats qu'on va visiter, et puis qu'elle a... Non, il est actif. Et dans sa prison, il continue à lutter. On appelle ça le front des prisons. Et comment il lutte? Par la réflexion politique. Par la réflexion politique, par les textes qu'il peut faire. Justement, il est en prison, donc il a du recul. Et parfois, en ayant du recul, on peut avoir une meilleure vision sur les événements qui se déroulent dans le monde. Et le pauvre Georges qui assiste aujourd'hui à la destruction de son Liban, ça va être terrible, terrible. Et puis de la Palestine, de sa chère Palestine, ça va être absolument terrible, terrible pour lui. Hein, donc il fait des textes actuellement. Et donc, mais un prisonnier, c'est quelqu'un d'actif. Et le combat de Georges a réveillé toute une conscience dans le monde. On le voit d'un bout à l'autre du monde, des gens soutiennent Georges Ibrahim. Jusqu'au Pérou, jusqu'au Mexique, partout. Hein, des gens soutiennent, au Vietnam, des gens soutiennent Georges Ibrahim. En Afrique, etc. Hein, et donc, partout. Et donc, du coup, ça réveille. Et la cause de Georges Ibrahim est une cause que partage beaucoup de monde. C'est une cause de justice. C'est aussi une façon de parler de la Palestine et d'un engagement pour la Palestine qui est indissociable du combat de Georges. C'est aussi une leçon de dignité extraordinaire qu'il donne. Et c'est la raison pour laquelle on veut le briser. Vous comprenez? On veut le briser parce que la dignité de Georges, son courage, en disant « je préfère passer toute ma vie en prison et même y mourir comme les Américains le demandent », Clinton, elle dit « il doit mourir en prison ». Madame Clinton, il doit mourir en prison. Malheureusement, ça pourrait arriver. Mais Georges n'en a cure. Je préfère mener ce combat plutôt que de me renier. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Et ça, c'est très important, parce que l'impérialisme, il veut briser cela. Il veut briser cela. Pour les Palestiniens, c'est pareil. Je vous le dis, la définition d'une guerre, c'est imposer sa volonté à un ennemi. Vous allez comprendre. Tant que le peuple palestinien, massacré, meurtri, décimé, comme il est aujourd'hui, dira « on s'en fiche », un petit peu comme les enfants, vous savez, même pas mal. On s'en fiche, même pas mal. Mais c'est une belle attitude. Vous voyez ce qu'on peut en... Mais c'est ça. Vous pouvez nous faire ce que vous voulez, on s'en fiche. Vous pouvez assassiner tous nos dirigeants, comme vous le faites. Ça ne changera rien. Jamais on dira, vous avez raison. Jamais on dira, on va se plier. Et peut-être que nous sommes faibles aujourd'hui, mais il arrivera un jour où nous serons forts. Et en tout cas, sachez-le, jamais vous aurez notre accord pour ce vol historique de la Palestine. C'est très très important. Eh bien, Georges, c'est ça. Georges se tient droit et il leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, me promettre ce que vous voulez, que je vais retourner au Liban, je préfère ne plus revoir le Liban, plutôt que de me dédire, de me renier et de perdre mon honneur et ma dignité. C'est pour ça que ce combat est extraordinaire. C'est très important. L'impérialisme veut absolument le briser pour cela. Vous voyez? Et donc c'est une leçon de courage, de dignité, dans une période et dans un monde qui manque tellement de courage et de dignité. Vous voyez?
Et ça, c'est valable même à notre petit niveau, à notre tout petit niveau à nous, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de... Nous devons toujours rester dignes dans la vie, quels que soient les événements. C'est ce que nous avons de plus cher en nous. Que nous soyons riches, pauvres, c'est ce que nous avons de plus cher en nous. Et Georges, c'est ce qu'il dit, c'est une leçon d'humanité qui dépasse même la politique, qui dépasse même l'aspect politique. Vous voyez, on veut le briser pour cela. Et il a réussi à réunir, en fait, tous les militants pro-palestiniens, quelle que soit l'idéologie, parce que comme tu l'as dit au début, et comme on l'a évoqué également dans le documentaire, il était communiste. Alors, on n'a pas besoin d'être communiste pour être sensible au sort de Georges Abdallah et au combat de Georges Abdallah. Quelqu'un de... Oui, parce que, comme tu l'as dit, quelqu'un de digne. Oui, parce que je vais vous dire une chose, il y a des communistes qui ne soutiennent pas Georges Ibrahim. En plus. Et il y a des gens qui ne sont pas communistes qui le soutiennent. Donc c'est une leçon d'humanité et de dignité. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'on soit chrétien, musulman, athée, ce que vous voulez, hein, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà, c'est ça qui est important. C'est l'humain qui est là. Et Georges réunit des gens extrêmement divers. Extrêmement divers. Alors, on va passer la parole peut-être au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Profitez-en, on a l'honneur de recevoir El Professeur. Bonsoir. Encore merci d'être venu, merci pour l'organisation. Aujourd'hui, qui porte cette affaire politiquement? Qui porte cette affaire politiquement parlant? On a parlé, bon, médias, on oublie. Les assos, il y en a, mais politiquement, il y a qui? Bon, il y a eu quand même quelques petits frémissements. Des gens de la France Insoumise. Il y a des députés de la France Insoumise qui demandent. Mais il y a aussi... il y avait un ou deux députés communistes, comme André Chassaigne. Mais pas tout le Parti communiste. Hein. C'est vraiment... Dans le nord de la France, il y a plusieurs maires de communes communistes hein, aussi, comme la commune de Libercourt, d'autres communes, qui effectivement... mon Dieu, sinon les autres ce sont des groupes d'extrême gauche, hein, mais bon, ils sont pas, voilà, ils ont un poids très limité. Beaucoup de militants, et puis aussi des personnes anonymes, des personnes qui ne sont pas forcément dans des partis politiques, hein, qui écrivent à Georges. Beaucoup de gens lui écrivent. D'ailleurs, vous pouvez lui écrire. Vous pouvez lui écrire. Beaucoup de gens lui écrivent, et on a le droit de lui écrire. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas embêté pour ça, je veux dire. Et puis surtout pas au niveau de la prison, je veux dire. Hein. Mais voilà, les gens, mais vous avez raison de le dire, il n'y a pas grand monde. Alors il y avait quand même, il faut le dire, Chassaigne, André Chassaigne, qui est député communiste du Puy-de-Dôme, hein, qui avait fait une demande, une question orale, enfin à l'Assemblée, il me semble il y a quelque temps, sur l'affaire de Georges Ibrahim. Mais Macron reprend l'affaire exactement comme elle était, c'est-à-dire qu'il veut pas se mouiller, évidemment il ne veut pas se mouiller, parce que M. Macron n'a surtout pas envie de déplaire aux Américains, on s'en doute, et donc du coup, voilà, je vous dis franchement, au niveau des forces politiques officielles qui comptent, mis à part des gens de l'AFI, de la France Insoumise, et mis à part quelques députés, des gens communistes, au niveau des Verts, je connais personne. Au niveau du PS, surtout pas. Au niveau de la gauche, alors c'est pas dans la droite qu'on va trouver. Si ce n'est, il y a aussi quelques milliers de droite, mais isolés. Comme Yves Bonnet, qui est plutôt quelqu'un de droite, l'ancien directeur de la DST, ou des gens comme ça. Mais en tant que force organisée, mis à part l'extrême gauche, eh bien, je vous dis, c'est quelques gens du PC, et puis des gens de la France Insoumise. Ouais. Ouais. Bonsoir. En fait, j'ai pas trop bien compris le contexte de Septembre Noir. Pourquoi en 1970, le roi de Jordanie décide de s'attaquer aux Palestiniens? Et aussi une autre question sur les Fédayines après 82 au Liban. Où sont-ils partis? Très bonne question. Alors très rapidement, parce que je suis trop bavard, donc je vais essayer de le faire très rapidement. Alors, en 1970, il y a donc en Jordanie, il y a tous les camps de réfugiés palestiniens. Il y a des camps de réfugiés palestiniens dans toute l'Asie occidentale, on va dire. Hein. Dans tous les pays arabes, il y a des camps de réfugiés palestiniens, même en Égypte, etc. Bon. Et en Jordanie, il y a de très grands camps de réfugiés palestiniens, notamment. Hein. Et donc, du coup, parce que vous savez que la Jordanie était une partie de la Palestine.
La Jordanie, en fait, est une partie de la Palestine. Il parle de 80% de la population jordanienne qui serait palestinienne. Bien sûr, la population jordanienne est composée de Palestiniens et de Bédouins, on va dire. Des Bédouins comme on a en Arabie, en péninsule, et les autres, ce sont des Palestiniens. Et ces Palestiniens, en 1970, eh bien, ils constituent toute une population, mais c'est logique, c'est au sein de cette population que vont naître les organisations palestiniennes, parce que c'est en Jordanie qu'ils sont les plus nombreux, et c'est à partir de la Jordanie que les fédaïns palestiniens, les combattants, les fidaïns, qui veut dire celui qui se sacrifie, le fidaï, vous savez, eh bien c'est à partir de la Jordanie qu'ils attaquent Israël, avant les années 70, d'accord ? Ils mènent des raids, des opérations commando, contre les kibboutz, contre les installations israéliennes, militaires, et tout. Il y a toute une guérilla qui se constitue comme ça, à partir de la Jordanie. Et donc, du coup, et notamment, c'est là-bas que va se dérouler une bataille très très importante. Voilà, donc régulièrement, et l'armée israélienne, de temps en temps, attaque les bases palestiniennes de Jordanie, notamment la base principale qui est la base de Kalama. Kalama qui veut dire dignité en arabe. Et c'était un village qui a été constitué par des réfugiés. Et ils ont appelé leur village Dignité. C'était les réfugiés de Palestine. Vous voyez ? Et c'est à partir de ce village, entre autres, dans ce village, il y avait énormément de commandos palestiniens, et c'est à partir de ce village qu'ils attaquaient l'État d'Israël. D'accord ? Les kibboutz, etc., des casernes israéliennes et autres. Ils menaient des commandos. Israël voulait évidemment régler leur compte à ces commandos. Et donc un jour, Israël envoie toute une colonne militaire de chars pour attaquer la base de Kalama. Et les Fédaïns décident de ne pas fuir, de rester et d'attendre les Israéliens. Ils vont se fortifier dans le village de Kalama, et avec l'aide aussi d'éléments de l'armée jordanienne qui leur étaient favorables, parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens en Jordanie, y compris dans l'armée jordanienne, donc ils vont se sentir solidaires des Fédaïns. Et eux et certains éléments de l'armée jordanienne, notamment de l'artillerie, ils vont tenir tête à la colonne israélienne. Certes, ils vont avoir beaucoup de pertes, peut-être la moitié des Fédaïns vont tomber martyrs, mais l'armée israélienne va repartir la queue entre les jambes en quelque sorte, avec beaucoup de chars qui ont été détruits, etc. Et cela va donner un écho extraordinaire à la cause palestinienne dans tout le monde arabe. Des centaines d'Arabes de tout le monde arabe vont venir s'engager avec les Palestiniens pour combattre. Et pas uniquement d'Arabes, d'ailleurs, du monde entier même des Latino-Américains. Et donc la Jordanie devient un foyer révolutionnaire, un grand foyer révolutionnaire. Le FPLP est très important là-dedans, le Fatah et le FPLP qui sont les deux organisations les plus importantes. Le Fatah de Yasser Arafat et le FPLP de Georges Habash dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a une ébullition révolutionnaire en Jordanie. Vous savez que le roi de Jordanie n'est pas du tout aimé. À l'époque, c'est le roi Hussein de Jordanie. Le père de Hussein de Jordanie, Abdallah de Jordanie, c'est la famille des Hachémites. C'est eux qui avaient mené donc, le combat contre les Ottomans au moment de la Première Guerre mondiale, avec l'histoire de l'espion Laurence d'Arabie, celui qu'on appelait Laurence d'Arabie, on va pas revenir sur tout cela, et ensuite les Anglais trouvaient que les Hachémites étaient pas assez dociles, donc ils les ont virés et ils ont mis les Ibn Saoud à la place. Vous voyez, c'est les impérialistes qui s'amusent comme ça. D'accord ? Mais cela dit, le roi d'Abdallah était accusé par les Palestiniens d'avoir trahi. Et d'ailleurs, ils avaient raison, parce qu'il a effectivement trahi. C'est pas il était sur un siège éjectable. Comment ? Il était sur un siège éjectable déjà à l'époque. Ah bah le roi Abdallah, il sera assassiné par un Palestinien en 49 pour lui faire payer sa trahison de 48. Parce que l'armée jordanienne en 48, eh bien, elle pouvait bousculer l'armée israélienne, et en fait, elle n'a rien fait, elle s'est arrêtée à Jérusalem. Parce qu'ils s'étaient entendus avec les Israéliens par en dessous pour prendre les territoires palestiniens qui devaient devenir l'État de Palestine. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, il sera abattu par un Palestinien en 49 à la sortie du Haram al-Sharif à Jérusalem. Et donc, Hussein va être exactement sur les traces de son père. Un traître. C'est mon opinion, hein, on en pense ce qu'on veut. Mais quand je dis un traître, c'est pas un point de vue moral que je donne, c'est que c'est réel aussi. Parce qu'on sait qu'il s'est aussi entendu par en dessous avec les Israéliens. Il a pris son hélicoptère, et c'était un pilote, et il allait rencontrer les Israéliens avant la guerre de 67. Je n'y peux rien si les gens font cela, mais je donne des faits historiques, c'est connu. Donc, le roi Hussein de Jordanie, comme il a une grande partie de sa population qui est palestinienne, il ne pouvait pas s'opposer de front. Il va prendre le prétexte qu'il y a
que la Jordanie est devenue, à cause des Palestiniens, un foyer révolutionnaire. Mais je pense que les Palestiniens voulaient renverser le roi Hussein en Jordanie, bien sûr. Pas uniquement eux, mais aussi avec l'aide de Jordaniens. Parce qu'il y avait des questions sociales en Jordanie très importantes. Et le peuple jordanien ne voulait plus de cette monarchie. Donc il y a, si vous voulez, une tentative de révolution en 70. Voilà. Et cette révolution va être écrasée par l'armée jordanienne, une armée surtout constituée enfin des Bédouins qu'on va armer sur une base raciste, on va leur dire les Palestiniens, etc., etc., aidés par les Américains et les Israéliens. Les Américains vont livrer 70 000 fusils d'assaut, ils vont renforcer l'armée jordanienne pour écraser la révolution en Jordanie. Vous voyez ? Et les pays arabes n'ont rien fait, hein. On laissait faire. Bien sûr. Et donc ça se passe en 70. Et Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, va essayer d'intervenir quand même. Et Nasser va intervenir pour obtenir un cessez-le-feu. La cessation des combats. Il réussit, les combats reprennent ensuite, en 71. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va mourir, Nasser, parce qu'il était très malade du cœur. Son médecin lui avait dit de se ménager. Il n'arrêtait pas de faire le Keraman. Blanc, son cœur a flanché. Il est mort justement en essayant de reconclure une nouvelle paix, parce que les combats avaient rééclaté. Et quand les combats rééclatent, eh bien, cette fois-ci, c'est définitif. Le roi de Jordanie dit, avec les Américains et les Israéliens, c'était une exigence israélienne, les Palestiniens doivent dégager de Jordanie. La direction palestinienne doit dégager de Jordanie. Alors évidemment, ils dégagent, et c'est comme ça qu'ils vont aller au Liban, en 70-71. Mais des Palestiniens vont constituer une organisation pour se venger, qu'on appellera Septembre Noir. C'est pour se venger des massacres parce que les massacres ont été effroyables à Amman. La répression a été effroyable contre, pas uniquement les Fedaïns, des combattants, mais aussi contre les civils. Voyez-vous ? Ça a été terrible. Donc, il y a une organisation qui va naître, qui s'appelle Septembre Noir. Bon, on sait maintenant qu'elle était liée au Fatah, en fait, d'Arafat, par en dessous. Et on l'a appelée Septembre Noir parce que c'était la tristesse. Le mois de septembre est toujours terrible. Septembre-octobre, c'est jamais bon pour la Palestine. Et déclaration Balfour déjà, etc., tout ça. Septembre, octobre, novembre, plutôt. Enfin, l'automne, en général, n'est pas terrible. Donc, toujours est-il que Septembre Noir va mener un certain nombre d'opérations dans le monde, dont l'opération aux Jeux Olympiques de Munich, en 1972, et d'autres opérations aussi. Voilà, on est un petit peu sur... Je réponds à votre question. Et bien, 82, c'est pareil, rebelote. La condition israélienne pour qu'Israël ne détruise pas tout Beyrouth, c'est que les Fedaïns, les combattants, quittent Beyrouth. Et je vous l'ai dit, en abandonnant les camps, voilà, donc ils doivent partir à nouveau. Et ils vont alors en Tunisie, mais pas qu'en Tunisie. Ils vont en Tunisie, ils vont au Yémen, ils vont... Je me rappelle à l'époque, j'ai des camarades qui étaient... Et en fait, ils se sont dispersés. Attention, dans les Fedaïns, il n'y avait pas que des Palestiniens. On avait beaucoup de combattants arabes, hein, de combattants tunisiens, justement, des combattants marocains, algériens, de toute la région. Et chacun va où il peut. Ça a été la dispersion. Ça a été la dispersion parce que c'est quand même des gens qui avaient combattu pendant 10 ans. Israël qui avait fait tous les combats, qui avait plein de blessures et tout. Vous voyez, c'était des gens... puis voilà, ils doivent se quitter. C'était terrible. Très, très émouvant, le départ de Beyrouth. C'est pour ça qu'on voit les gens qui tirent en l'air avec leur kalachnikov, etc., etc. Et c'était vraiment terrible, terrible. Ils partent dans des camions. Ils s'embarquent sur des bateaux jusqu'à Chypre. Il faut remercier la Grèce. La Grèce leur a fait un accueil extraordinaire. La Grèce était très pro-palestinienne. Vous savez, le gouvernement grec, malheureusement, ça a changé maintenant. Mais la population grecque est toujours très pro-palestinienne, il faut le savoir. Et à l'époque, même le gouvernement. Et ils leur ont fait un accueil extraordinaire. Extraordinaire. Ils les ont fait parader dans Athènes. Les combattants palestiniens ont paradé dans Athènes. C'était extraordinaire. Et ensuite, de Grèce, enfin de Chypre, Grèce, ils sont allés en Tunisie. En Tunisie, Algérie... Et ensuite, de Tunisie, ils ont tenu leur CNP ensuite en Algérie, le CNP de 88. Voilà. J'ai répondu à votre question. On va juste... Ouais, une dernière question, parce qu'on va bientôt, malheureusement, rendre les clés de la salle. J'ai une petite question. Alors, J'ai levé la main aussi. Alors, attendez, on va juste laisser monsieur, jeune homme, monsieur, et ensuite la dame, bien sûr. Du coup, désolé, c'est pas une question, mais plutôt une annonce, vu que je vois qu'il y a quand même du monde pour Georges. Du coup, je suis membre de la section strasbourgeoise de la campagne unitaire pour Georges Abdallah.
Et on a pu voir que cette année, il y a eu quand même un afflux de visibilité pour Georges Attal. Nous, cette année, on est allé au début de l'année à Lannemezan, où on a vu que pour la première fois, il y avait plus de 5000 personnes quand même devant une prison dans le sud de la France. Ça fait plaisir à voir. On a pu voir qu'on en parle un peu plus dans les médias. On peut voir que, notamment à l'AFI ou d'autres parties plus institutionnelles sont saisies. Mais du coup, nous, on part du constat que il a déposé sa 13e demande de libération conditionnelle le 7 octobre. Et il y avait le mois de campagne du coup pour visibiliser cette chose-là, pour montrer que son combat est important. Et d'ailleurs, merci d'avoir souligné le fait que le combat de Georges Abdallah représente quand même le combat de tous les Palestiniens, représente quand même le combat contre la répression, contre la criminalisation de la résistance. Et du coup, nous, on a pu organiser une manif déjà au début du mois à Strasbourg, sur la place Kléber, avec une 60aine de personnes. La fac de Strasbourg a pu être bloquée en hommage à Georges Abdallah le 7 octobre et pour sa demande de libération conditionnelle. Et on prévoit une manif pour le 24 octobre, du coup, pour ses 40 ans de prison, puisqu'il a été arrêté le 24 octobre 84. Et le 24 octobre, ce sera une journée nationale de lutte pour Georges Abdallah. Du coup, il y aura une dizaine de villes mobilisées et ça sera à 18h à Broglie, à Strasbourg. Notamment, il y aura aussi la manif nationale devant la prison qui aura lieu le 26 octobre. Et si des gens sont intéressés, on prévoit un voyage pour y aller. C'est très bien que vous fassiez l'annonce, que justement, je voulais le faire le 24 octobre. C'est bientôt, hein. Et c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et comme chaque année, à la prison de Lannemezan, c'est ce qu'on voit dans le film. Vous savez, quand les gens ils passent sur la grille. Alors c'est une manif qui est autorisée, hein, totalement autorisée, et qui se fait chaque année. 18h Broglie, donc jeudi 24 octobre, 18h, place Broglie. Ensuite, madame. Prenez juste le micro, s'il vous plaît. Merci pour cette très belle intervention. Alors au niveau du droit, qu'en est-il par rapport aux institutions européennes comme la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce que quelque chose est fait? Parce qu'on est quand même à Strasbourg. Il y a cette cour, à quoi elle sert? Est-ce qu'elle a été très bonne question. Ou quoi? Voilà. Oui, allez-y. Oui. Bonne question. Ensuite, ça c'est une remarque. Avec toute la répression qu'il y a pour toutes les personnes qui veulent militer ou quoi, on commence à avoir un peu peur de même d'aller aux manifestations et tout. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un militant de longue date? Toujours on est un peu lâche. Toujours en liberté pour l'instant. Au moment où je vous parle, toujours en liberté. On est un peu lâche et c'est vrai que quand on voit des images... C'est l'objectif oui, mais quand on voit des images de répression, quand on voit ce genre de choses, c'est pas évident, alors, je dirais. C'est une très bonne intervention que vous faites là. Ça me permet justement de... Vous avez tout à fait raison. Alors la première partie. Là, malheureusement, on n'est pas très optimiste pour la demande de libération qui a été faite. D'après les discussions que j'ai eues avec Jean-Louis Chalençay, les procureurs c'était n'importe quoi. Donc, mis à part la directrice de la prison, qui était aussi présente, qui elle demandait sa libération, comme les précédents, mais les procureurs qui étaient racontaient n'importe quoi. Ils disaient oui, mais si on le libère, quand il va retourner à Beyrouth, il va recommencer. À 72 ans, il va aller attaquer l'ambassade américaine. Non, mais attendez, c'est le délire. Puis Jean-Louis leur a fait remarquer qu'il racontait n'importe quoi, en gros, mais attendez, ça va pas, non. Bref. Alors, il y a un appel qui est prévu déjà. Au cas où c'est négatif, Georges, avec Jean-Louis, donc ils vont faire appel. Et ensuite, il y a la Cour européenne. Parce que pour la Cour européenne, la perpétuité réelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 40 ans, c'est incroyable. Donc on va essayer d'imposer à la France de respecter le droit. Excusez-moi, tout ce temps-là où il est emprisonné, c'est seulement depuis quand que la Cour européenne a été... Enfin, n'a pas encore été saisie depuis toutes ces années, en fait? C'est une très bonne question. Et là, c'est une colle à laquelle je ne peux pas tellement répondre, parce que je suis... Oui. Il y a un souci de compétence, en fait. Pardon? Il y a un souci de compétence. C'est ça, peut-être. Il faudrait que ce soit une ONG qui puisse, en fait, intervenir et plaider pour... Pourquoi ce n'est pas fait? Vous voulez dire à la Cour européenne? Oui, parce qu'en fait, lui qui est emprisonné sur le plan juridique, il n'est pas français. La France est signataire. La France est emprisonnée. Et sur le plan du droit international, il faudrait que ce soit une ONG qui... Ah, d'accord. On peut trouver une ONG, hein.
Mais en tout cas, ils ont l'intention quand même. Je crois que c'est plus ou moins prévu, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'ensuite ils aillent à la Cour européenne. Mais je ne comprends pas tout ce retard, en fait, puisqu'il est tellement emprisonné depuis tellement d'années. Alors, il n'a pas fait tout le temps des demandes de libération. Il en a fait un certain nombre, et il y a pendant toute une période où il en avait marre, et il a dit ça ne sert à rien de toute façon. Non, mais là, ce n'est pas une histoire de demande de libération. Ah ouais, pour la Cour européenne? Oui, c'est de ça que je parle. Alors, est-ce qu'auparavant, je ne sais pas si on pouvait hésiter en justice à la Cour européenne, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de cela, Malheureusement, je suis désolée. Alors, juste la deuxième partie. Tu avais posé une question, la deuxième partie. Oui, alors... On va enchaîner avec ça parce qu'on va devoir... Ouais. Surmonter, je ne sais pas si je peux dire surmonter sa peur par rapport Oui. à votre question, ou comment, votre expérience. Oui, j'ai compris. Oui. Ce que je veux dire, pour la première partie, je me renseignerai et j'essaierai de vous faire parvenir la réponse que je demanderai à Jean-Louis Chalancey, si vous me permettez. Alors, pour la deuxième partie, très important, oui, effectivement, on essaye, comme pour tout ce qui concerne la Palestine, pour tout ce qui concerne l'islam, on essaye de terroriser les gens, on essaye de criminaliser. Alors évidemment, ce n'est pas forcément simple. Il faut aussi faire de telle sorte de ne pas donner l'occasion. Vous savez, on est malheureusement, aujourd'hui, on est dans un déni du droit, où on ajoute même des termes de droit qui n'existaient pas auparavant. C'est absolument incroyable, qui n'existaient pas auparavant. On a l'impression qu'ils sont extrêmement prolifiques, inventifs, et chaque jour, ils vous inventent de nouvelles choses. Voilà. Alors, la moindre virgule mal placée, ils peuvent vous tomber dessus, en fait. Voilà, parfois, ça se passe au niveau d'une virgule. Bon, on le voit bien avec l'histoire du 7 octobre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vraiment... bon. Alors, donc, du coup... mais cela ne doit pas, quand même, nous dissuader. Il faut le faire avec précaution, c'est vrai. Éventuellement demander conseil à un avocat sur ce que l'on peut dire, sur ce que l'on ne peut pas dire. Je reprends toujours cette formule, dans une guerre, dans une lutte révolutionnaire, il faut épargner les forces. Donc ne donnons pas à l'ennemi l'occasion. Mais vous savez, ça se joue parfois à une virgule près. Mais il ne faut pas se dissuader de... Parce que ça doit être une raison de ne pas participer aux manifestations. On a l'impression qu'on n'est pas vraiment préparé à se défendre s'il devenait nous arriver. Si. Simplement, il faut qu'on intègre un certain nombre de choses à ne pas dire ou à ne pas faire. Ça, c'est le travail des militants. Éventuellement, prendre conseil auprès d'avocats. Je vous donne un exemple. On peut dire soutien à la résistance palestinienne. C'est pas interdit. Par contre, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes qui concernent directement Israël. C'est aussi dingue que cela. Parce que le droit français ne considère pas que ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie soit des actes terroristes. Parce que ce sont des territoires occupés. Donc, vous savez, on est sur un fil. Mais par exemple, évitez de les nommer. Pardon ? Évitez de nommer la résistance. Alors voilà. Alors maintenant, il y a des organisations comme Hamas, comme Hezbollah. Alors Hezbollah, c'est différent. Il y a une distinction à faire entre la branche politique et la branche militaire. La branche politique n'est pas considérée comme terroriste en France. C'est uniquement la branche militaire, enfin par l'Europe. Vous voyez ? Donc toutes ces choses, et beaucoup de gens, ne sachant pas cela, peuvent parfois. Mais par exemple, si vous dites en Cisjordanie, il y a une résistance, vive la résistance en Cisjordanie, vous ne pouvez pas être inculpé pour cela. Vive la résistance à Gaza, vous avez le droit de le dire. Par contre, vous n'avez pas le droit de nommer les organisations qui résistent. Vous voyez, c'est du Kafka. On est entré dans une... Mais de toute façon, vous comprenez ? ceux qui sont responsables dans les manifestations, c'est les organisateurs. Oui. Donc déjà, nous, on réfléchit au slogan. Oui. Vraiment, hein. Faut pas s'inquiéter, du freestyle. On réfléchit, on questionne les anciens militants. Leur expérience est extrêmement importante, leur expertise. Moi, personnellement, j'ai déjà aussi contacté des avocats spécialisés. Voilà, pour éviter, en fait, tout en évitant de s'auto-censurer et de continuer à jouir de cette liberté, de faire passer le message comme on a envie de le faire passer. Mais voilà, on fait attention. Il y a des choses qu'on peut dire. Genre, liberté pour Georges Ibrahim, on n'a aucun problème pour le dire. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, on peut pas. Vous pouvez dire liberté pour la Palestine, Palestine vivra, Palestine macra, vous avez le droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Pardon ? Pourquoi on interdit le tekbir dans le... Il n'est pas interdit. C'est pas Alors, interdit. le tekbir n'est pas interdit formellement.
Alors là, c'est autre chose. C'est mal vu, malheureusement. Voilà, mais c'est pas interdit. Ouais. Mais on est vraiment dans une... Par exemple, moi, je vais vous parler de notre collectif. Il y a des jeunes qui l'avaient fait au mois de novembre 2023, des jeunes manifestants qui avaient fait un takbir. Et ça a été mal vu par d'autres militants, en fait, non musulmans. Voilà, et ça a donné une étiquette communautariste de notre collectif. Donc, et les autorités le voient mal aussi. Des gens qui ne vont pas comprendre que Allahu Akbar, ça n'a rien de mal à dire Allahu Akbar, Dieu est grand. Et pour nous, en tant que musulmans, voilà, et pas qu'en tant que musulmans, les chrétiens du monde arabe disent Allahu Akbar. Donc, je pense que même Georges Abdallah doit dire Allahu Akbar. Mais bon, exactement. Mais en France, c'est très compliqué avec le climat islamophobe. C'est très compliqué. Là, c'est différent. C'est pas une interdiction judiciaire. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de dire comment vive la résistance palestinienne. Ça, on ne peut pas vous empêcher de le dire. Oui, c'est comme ça. Vous avez parfaitement le droit de dire Palestine vivra, Palestine vaincra. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire Intifada à Paris, vive l'Intifada à Paris. Parce que là aussi, c'est un élément qu'on a ajouté. Les gens oublient qu'Intifada, ça veut dire simplement soulèvement en arabe. Insurrection, soulèvement. Mais on dit, si vous voulez dire Intifada, c'est que vous faites référence à des gens qui veulent attaquer l'État juif, etc. Non, mais c'est du délire. Hein. D'ailleurs, il y a notre ami Dimzalen qui va être poursuivi en justice pour ça. On va voir ce que ça va donner, mais c'est aberrant, parce que même judiciairement, ça ne tient pas. Mais c'est comme ça. Justice, on parle d'injustice. Ah bah oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose, la période à laquelle on fait référence, des années 80, on avait une liberté de parole qui était extraordinaire par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le droit est piétiné. Aujourd'hui, on a vraiment le droit qui est piétiné, et voilà. Donc, moi, je dis franchement, on est dans une période difficile, mais c'est pas parce qu'elle est difficile qu'il faut renoncer, parce que si jamais on renonce à lutter, bon, on fait leur jeu, et ils ont gagné, et puis c'est terminé. C'est très important. D'abord, je vous dis, si jamais il y a des doutes, donc de demander conseil simplement à des avocats. On a suffisamment d'avocats qui vous diront tout de suite, voilà, c'est les slogans. Le but, évidemment, de ne pas permettre qu'il y ait de la répression policière, etc. On est d'accord. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur de manifester. On a encore le droit de manifester. Et là, c'est fait dans un cadre légal. Tout est carré, donc. Voilà. C'était souvent gazé aussi. Ah oui, à qui vous le dites? À l'époque. Ah bah je me souviens moi de 2014, la grande manif à Barbès. C'est vrai. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai. Ah bah oui, mais ça, madame, de tout temps. Hein. À la République, tout le monde était en larmes. République ici? Non. Place de la République à Paris ou? Du consulat américain. Ah, mais ça c'était l'époque, oui. En effet. À Strasbourg. Oui. Ah bah oui. On a aussi la République ici à Strasbourg. Ah oui, mais moi si je vous dis, la manif la plus terrible que j'ai vue, c'était en 2014, pour Gaza. Nous avions organisé une super manif. Et la première s'était déroulée vachement bien. Et la seconde, Valls, toujours le même, le ministre décide de l'interdire. Avec des arguties complètement débiles. Et on était des milliers à Barbès. On a appelé ça la bataille de Barbès d'ailleurs. Des milliers, femmes, enfants, de toutes sortes qui étaient là. Et sur un espace qui a été très réduit. Et les policiers ont commencé à nous bombarder de grenades lacrymogènes, alors que les gens faisaient un sitting par terre, étaient parfaitement inoffensifs. Barbès, ouais. Ah, ça a été effroyable. J'ai jamais vu ça. Tout le monde tous les commerces ouvraient leurs portes pour que les gens se protègent, même les McDo et tout. C'était effroyable, j'ai jamais vu ça. Il y a eu beaucoup de blessés, ils ont tiré au flashball, à distance, à l'horizontale, etc. Non, mais c'est la folie. C'était la folie de Valls. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas complètement libre, mais je dis, il est très important. Ce sont des actes de résistance, maintenant, de manifester. Il faut le faire. Surtout pas renoncer à cela. Au vu du contexte aussi, je suis désolée, au vu du contexte, on est en plein génocide. Voilà. On assiste à des images effroyables, abominables, nos frères et sœurs, nous en tant que musulmans, mais en humanité, c'est nos frères et sœurs en humanité qui se font brûler vifs. Je veux dire, c'est des images que le cerveau, il n'arrive pas à accepter, en fait. Donc franchement,
perso, moi je lâcherai pas. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut continuer, c'est important, important. Bon, voilà, on sera pas tué, on risque d'être un peu embêté. Bon, mais franchement, c'est important de le faire en faisant attention, bien évidemment, sans donner la possibilité, mais dans un cadre réfléchi, organisé, dans des manifs organisés où on sait ce qui va être dit comme slogan. Il faut absolument continuer à manifester, ne pas renoncer. Encore une fois, c'est une question de dignité. Sinon, à quoi ça sert? Exactement. Merci infiniment. Merci infiniment à notre invité.